Prima. Vous voyez que la forêt amazonienne se réduit jour en jour. Il y a la pollution des gazages en Méditerranée tout le temps, le méthane, la couche d'ozone. Enfin, toutes les métriques en termes de diagnostic sont pas bonnes. On a déjà plus ou moins les outils pour voir ça. Ici, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est vraiment des outils qui nous permettent d'avoir des degrés de liberté actionnables pour résoudre le problème. Qui, dans l'idée, vous permettent de pas forcément faire un constat macro, mais vraiment de mettre le doigt sur les pollueurs ou les activités humaines qui sont problématiques pour vraiment choper les gens et les dénoncer aux autorités ou les faire entrer dans un framework où on peut vraiment leur dire d'arrêter ou colmater la brèche, quoi. Donc ça, je pense. Ben oui, je suis ingénieur de formation, première expérience professionnelle en Californie, et puis ex-YGT à l'ESA. Et puis j'ai créé Aerospace Lab il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et on a un peu moins de 80 maintenant dans la boîte. La première étape, c'était la première levée de fonds. J'étais tout seul avec mon PowerPoint pour lever le capital d'amorçage. Dernière expérience, c'était en Californie. C'était un peu plus simple qu'en Europe. Les chakras étaient plus ouverts, on va dire ça comme ça. Donc ça a quand même pris 6 mois, 1 an. Et puis après, capital d'amorçage, un premier batch de 5 employés qui avaient été identifiés bien avant, qui sont arrivés directement. Et puis, moins d'1 an plus tard, CIA avec des VC. Et puis voilà, la machine était lancée, quoi. Parce que je suis belge à la base, peut-être une bonne ou une mauvaise raison, je ne sais pas. Mais c'était assez intéressant, c'est la première fois que je travaillais en Belgique. Donc, malgré avoir étudié en Belgique, je n'avais jamais travaillé en Belgique. J'avais fait un passage J'ai vécu à Toulouse, en Californie, aux Pays-Bas, près de l'ESA, et puis en Suisse pendant 4 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que le support à des projets un peu atypiques comme Aerospace Lab est vraiment bon en Belgique. Et on trouve un main-d'œuvre qualifiée, les outils institutionnels sont là pour nous aider. Et donc c'est vraiment pas déçu du choix, quoi. Bah, zéro, avec cette boîte-ci, le premier part fin de la semaine, donc fin juin, sur la mission Transporteur 2 de SpaceX. Après, ça s'accélère hein, parce qu'on en a un autre qui doit partir fin d'année, et puis on part sur une cadence de plusieurs par an, qui sont déjà vendus, signés, en cours de développement à des états divers, quoi. On est sur une niche perfoprix qui est encore inexploitée jusqu'à maintenant en Europe. On amène une certaine standardisation, ce form factor-là. Donc l'idée, c'est dans le trade-off, de dire réduisons les coûts non récurrents mission en ayant des blocs standardisés, même si cela impacte le bilan de masse, parce qu'on n'est pas optimisé forcément en masse. Donc, je sais pas, on est peut-être 20-30% plus lourd qu'une mission qui serait spécifiquement optimisée. Mais comme le coût de lancement maintenant devient, je ne vais pas dire négligeable dans le coût total de la mission, mais de plus en plus négligeable, on a fait le pari en fait de standardiser et d'avoir des lead times hyper agressifs et des prix hyper agressifs pour le client, quoi. Oui, bah, qui se posent les bonnes questions, hein. Est-ce qu'ils veulent faire ça parce que ce sont des ingénieurs qui veulent fabriquer des trucs ou est-ce que ça a du sens aussi avec d'autres points de vue? Donc, je prends ça comme conseil parce que c'est un truc, une question qui m'a été posée au tout début et j'avais les mauvaises réponses dans le sens où je faisais ça parce que, un, j'étais dispo, parce que la boîte dans laquelle je travaillais avait fait faillite. Deux, ça m'amusait de construire des satellites. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une boîte qui construit des satellites. Il faut vraiment s'assurer que l'aventure dans laquelle on s'embarque ait du sens aussi d'un point de vue business, régulatoire, stratégie, positionnement par rapport à d'autres acteurs et autres. Pas forcément des questions qui sont intuitives ou de base pour un ingénieur et souvent ces projets sont portés à la base par des ingénieurs. Donc voilà, c'est vraiment se poser ces questions-là, pas hésiter à avoir des regards externes et les croire, enfin les écouter, mais pas de trop. Donc les écouter de façon consultative, mais sans une dose saine d'entêtement. On n'a pas de venture spatiale en Europe parce qu'il y a quand même encore beaucoup de scepticisme à tous les niveaux, quoi.
Mais déjà un peu de surprise parce que c'était nouveau pour moi. Et puis, je connais Jacques qui m'en a dit du bien. Je me suis dit très bien. En plus, c'est à Lille, c'est presque la Belgique. Donc, on va voir un petit peu. Et non, je pense qu'il y a un besoin de ce genre d'événement, qu'on puisse échanger sur justement ces thématiques dans un cadre un peu différent des événements habituels. Mais qu'il y a beaucoup de facettes dans le spatial, hein, donc voilà, il n'y a pas que Thomas Pesquet, c'est bien ce qu'il fait. Il n'y a pas non plus que les hommes en gris de 50 ans et plus derrière leur bureau à Cannes ou au bureau en train de bosser sur des projets qui sont plus vieux que la plupart des gens dans la pièce. Euh, il y a d'autres façons de faire le spatial. Il y a des jobs dans le domaine qui peuvent fitter, à mon avis, plus ou moins toutes les attentes et qu'il ne faut pas hésiter non plus à mieux comprendre un petit peu la chaîne de valeur pour voir voilà, où est-ce qu'on, à quoi ça sert et où est-ce qu'on verrait travailler dedans, quoi. Bah, qu'ils n'hésitent pas à faire des stages que, en général, ne sont pas très contraignants. On peut faire ça un petit peu en mode cool, quoi, pour observer un petit peu l'ambiance. Je recommanderais d'aller voir à l'étranger ce qui se passe d'abord. Donc, faire quelques expériences. J'ai eu la chance de faire un WGT à l'ESA. C'était bien pour voir un petit peu comment la bête tourne de l'intérieur, quoi. Ouais, les expériences multiculturelles, petites boîtes, grosses boîtes, start-up, boîte établie, agence spatiale. Essayer de multiplier, pas forcément des trucs super longs parce que des fois en 3 mois, c'est assez pour comprendre l'ambiance, quoi. Pour vraiment bien comprendre cette diversité de jobs. Et puis, donc ça, c'est pour travailler comme employé dans une boîte et comme entrepreneur. Je dirais, avant de lancer une nouvelle boîte de micro-lanceurs, s'il vous plaît, faites votre due diligence parce que j'ai l'impression qu'il y en a une par semaine maintenant. Il n'y a clairement pas la place pour toutes. Voilà, si vous faites votre boîte vous-même, choisissez un secteur sur lequel vous avez un avantage, que ce soit techno, marché ou autre, mais voilà, réfléchissez bien parce que si c'est juste copier un truc existant, ça va être compliqué. Et des fois, il y a moyen, hein, mais ça risque d'être compliqué. Et pas perdre trop de temps avec les incubateurs, les accélérateurs, les bourses de faible amplitude. Il y a des trucs parfois, on voit, faut travailler 3 mois à faire des bootcamps dans tous les sens et autres. Et le prix de ceux qui gagnent, c'est 15 000 euros en bon d'achat. Voilà, garder une notion du temps, du coût des choses et regarder ce qui est efficace.